Chers élèves, bonjour. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour une deuxième fois. C'est Madame Enissa Kawel Mahjoubi, j'enseigne au lycée pilote de l'Ariana. Aujourd'hui, nous travaillerons ensemble une production écrite en rapport avec le thème de la poésie et destinée pour les élèves de la 4e année lettres. On pourra donc considérer ce cours comme une révision générale de l'écrit pour l'examen du bac. Cette séance ou ce cours représente l'aboutissement de tous les apprentissages et l'objectif majeur de toutes les activités. C'est pour cette raison qu'on la considère comme une macro-compétence car elle exige des capacités que l'élève est censé maîtriser. Quels sont les problèmes que l'élève rencontre? Alors les problèmes, on les retrouve sur vos copies, sur les copies des élèves, surtout lors de l'examen, de la correction de l'examen du bac. Alors les élèves, ils sont mal outillés sur le plan linguistique, c'est-à-dire qu'ils s'expriment mal, qu'ils commettent des fautes de langue, et il y a aussi des problèmes d'ordre méthodologique. C'est vrai que c'est pas facile d'écrire parce que écrire nécessite un travail de longue haleine. Il faut non seulement être bien outillé sur le plan linguistique, mais aussi avoir la méthodologie nécessaire pour cette activité. Alors, c'est vrai aussi que vous travaillez sur l'argumentation depuis déjà quelques années et que vous êtes censé maîtriser cette activité. À quelques jours de l'examen, nous allons focaliser notre travail sur un outillage linguistique en rapport avec les textes que vous avez vus pendant l'année, avec quelques cours de langue. Nous allons aussi focaliser notre travail sur un outillage surtout méthodologique, comment lire une consigne, comment insérer les acquis grammaticaux, lexicaux et autres, comment faire un plan détaillé, comment insérer un exemple, comment insérer une citation. J'espère que cette séance vous fournira les outils nécessaires pour mener à bien cette activité. Donc notre objectif principal serait de vous fournir les outils méthodologiques relatifs à l'activité de l'écrit. Pour ce qui est des objectifs spécifiques, vous êtes amené à bien lire et comprendre la consigne, vous êtes aussi amené à élaborer un plan détaillé et finalement vous êtes amené à rédiger une introduction et une conclusion. Je vous propose un sujet qui figure dans votre manuel à la page 302. Je vous lis le sujet. Faut-il obligatoirement des vers pour qu'il y ait poésie? La musique, la peinture, l'image ne peuvent-elles pas être elles aussi poétiques? Alors, quelles sont les étapes nécessaires pour travailler une production écrite? Alors, la première étape, nous devons bien sûr analyser le sujet. Et il faut d'abord commencer par identifier la typologie de l'énoncé. Alors, je retourne vers le sujet. Alors, quelle est la typologie de l'énoncé de ce sujet? Alors, vous avez remarqué qu'il s'agit là d'un énoncé de type interrogatif, c'est-à-dire posé sous forme de question. Nous avons là une question qui nous met directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire au cœur de la problématique. On n'a pas de consigne du genre argumenter, discuter. On n'a pas non plus une citation qui peut nous orienter vers le thème du sujet. On a juste une question. Et d'ailleurs, c'est une question qui suppose un plan tripartite, réparti, c'est-à-dire en 3 parties, thèse, antithèse, synthèse, et qui rappelle quelque part le sujet philosophique. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Après avoir donc identifié la typologie, on est donc amené à repérer, à définir les mots-clés, c'est-à-dire définir chaque terme de l'énoncé, chercher des synonymes, des notions proches, et puis
après, donc, identifier les relations entre les mots. Alors, pourquoi est-ce qu'on est amené à définir les mots-clés? Alors, on doit définir les mots-clés pour qu'il n'y ait pas de confusion, pour qu'il n'y ait pas d'hésitation, alors, et pour bien comprendre, bien sûr, l'énoncé du sujet. Alors, on passe au repérage des mots-clés. On va commencer par la première question. Faut-il obligatoirement des verbes pour qu'il y ait poésie? Alors, le premier mot-clé qu'on rencontre, c'est l'adverbe obligatoirement, qui signifie quoi? Qui signifie une nécessité en rapport avec le mot vers. Ici, le mot vers est en rapport avec la forme versifiée. Il faut nécessairement une forme versifiée dans le but d'avoir la poésie. Alors comment, encore une fois, comprendre le mot poésie? C'est l'art du langage visant à exprimer, à suggérer par le rythme, vers ou prose, l'harmonie ou l'image. Donc ici, le mot poésie est en rapport avec le genre. Donc, est-ce qu'il faut nécessairement la forme versifiée pour avoir de la poésie? On passe ensuite à la deuxième partie de la question, du sujet. La musique, la peinture, l'image ne peuvent-elles pas être, elles aussi, poétiques? Vous remarquez là l'évocation de trois formes artistiques, la musique, la peinture, l'image. Alors, la musique, la définition de la musique, vous la connaissez, c'est l'art de combiner les sons. Pour ce qui est de la peinture, c'est la représentation du monde visuel ou imaginaire au moyen de couleurs. Et puis pour l'image, bien sûr, c'est la reproduction visuelle d'un objet réel. Ensuite, un peu plus loin, nous retrouvons l'adverbe aussi qui signifie quoi? Qui signifie également de même. On remarque donc que nous avons là une approche comparative. On compare la poésie à ces trois formes artistiques. Donc, qu'est-ce qui les rapproche? Alors, ce qui les rapproche, c'est le caractère poétique. Comment entendre le mot poétique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il traduit, qu'est-ce qu'il signifie? Alors, poétique, donc c'est ce qui fait naître une émotion. Voilà, donc après avoir identifié ou expliqué donc les mots-clés, nous allons passer vers donc la problématique. C'est-à-dire, on est là en deuxième en fait étape, nous sommes amenés à donc formuler la problématique. Alors la question qu'on pose: qu'est-ce qu'une problématique? Alors, vous avez ici la réponse. La problématique, c'est la question à laquelle répondra notre analyse. C'est-à-dire que c'est une question qu'on va poser et que toute notre analyse, c'est-à-dire tout le développement, va être comme une réponse à cette problématique-là. Alors, comment est-ce qu'on formule une problématique? Bien sûr, on va essayer de reprendre la question du sujet, mais on va la reprendre autrement, c'est-à-dire avec ses propres mots, son propre lexique. Nous allons essayer donc de reformuler la question alors du sujet sans pour autant la transformer au risque de faire un hors-sujet. La problématique que je vous propose est la suivante. La poésie est-elle tributaire de sa forme versifiée? N'y a-t-il pas une dimension poétique dans la musique, la peinture et l'image? Là, on est obligé de reprendre ces mots-là parce que ce sont alors des mots clés. Après avoir formulé la problématique, nous allons essayer, à la lumière évidemment de cette problématique-là, de délimiter le plan, c'est-à-dire de délimiter les moments de notre analyse, les grands moments, sans pour autant aller dans le détail. Alors, si on revient un peu vers le premier moment de notre problématique, la poésie est-elle tributaire d'une forme versifiée? Bien sûr que la poésie se reconnaît d'abord par sa forme versifiée, et c'est ce que d'ailleurs on a mis. Bien sûr que la poésie, elle se reconnaît par sa forme fixe, n'est-ce pas? Et là, on peut penser aux arguments comme par exemple l'exigence formelle, parce que justement la forme fixe était une exigence, surtout à l'époque classique, pour avoir une poésie. On ne pouvait pas concevoir la poésie en dehors
de sa forme versifiée. On peut aussi, en deuxième argument, parler des règles de la prosodie qui sont nécessaires à la création poétique. Il n'y a pas de poème sans rythme. Donc, ce sera notre deuxième argument. On va passer après à l'idée donc adverse, à l'antithèse, et on va bien sûr, donc à l'antithèse, c'est-à-dire à l'idée opposée. Donc notre antithèse sera la suivante: la versification n'est plus une exigence poétique, c'est-à-dire que à l'époque moderne, c'est-à-dire à partir du XIXe siècle, la poésie, elle, s'est libérée de sa forme versifiée. Et donc, comme premier argument, on peut penser à la poésie moderne, c'est-à-dire à la forme multiple. Le poème est devenu, il a plusieurs aspects, plusieurs formes qui ne sont plus celles de l'ère classique. En deuxième argument, on peut un peu parler de la poésie telle qu'elle est définie par l'époque moderne, c'est-à-dire la poésie qui se refuse au fixe, la poésie qui est dans tout ce qui est, et ce qui compte, c'est seulement l'émotion qu'elle dégage. Et voilà, on l'a dit, ce qui compte, c'est l'effet produit. D'ailleurs, cet argument, il va nous permettre de passer vers la troisième partie de notre analyse, qui est la synthèse, et on va un peu élargir justement cet effet produit de la poésie à d'autres formes artistiques, à savoir la musique et la peinture. Donc, ça sera comme premier argument, on va voir la musique. Comme deuxième argument, on va voir la peinture. Alors là, nous avons un peu délimité nos trois grandes parties, mais après, on est obligé de rédiger un plan détaillé, c'est-à-dire avec beaucoup plus de précision, avec des arguments et des exemples. À quoi sert un plan? Alors le plan, il est nécessaire parce que il trace un cheminement, le cheminement de notre pensée, le cheminement de notre réflexion, de notre démarche argumentative. Un élève, alors il ne peut pas ne pas avoir une stratégie, il ne peut pas écrire au fil des idées parce que on risque de perdre le fil des idées. Dans ce cas-là, on risque donc de s'égarer du sujet, de faire un hors sujet. Le plan, il garantit notre démarche argumentative. Alors, nous allons commencer par la première grande partie, la thèse. Qu'est-ce qu'une thèse? La thèse, c'est l'idée directrice de toute notre première partie. Cette idée, nous l'avons déjà relevée. On avait dit qu'en poésie, le beau se reconnaît par les formes fixes. Donc le plan détaillé, bien sûr, vous le mettez sur votre brouillon. Vous allez vous contenter juste de mettre l'idée de la thèse. Après, dans la rédaction, vous allez rédiger. J'ai juste essayé de rédiger la thèse juste pour vous donner un exemple, une manière de faire et de voir. Voilà donc ce que je vous propose comme thèse rédigée. Alors la poésie obéit à un ensemble de règles formelles, le vers, la rime, la strophe. Le poète est tel un orfèvre qui travaille le langage dans la contrainte de la règle poétique afin d'obtenir certains effets liés au sens du poème. C'est dans cette rencontre d'une forme fixe et d'un sens visé que se réalise le beau poétique. Donc, après avoir rédigé la thèse, nous allons passer aux arguments et aux exemples avec beaucoup plus de détails. Alors, on a déjà relevé tout à l'heure l'argument, on a parlé d'une exigence formelle. Donc, on ne pouvait pas concevoir un poème sans les règles de versification. Alors, j'ai mis pour vous plusieurs exemples, mais vous pouvez vous contenter d'un seul. Alors, on peut donner quelques formes poétiques fixes comme l'ode, comme le sonnet, comme l'hymne, comme la ballade. On peut même citer l'alexandrin, le décasyllabe. Voilà, donc on va juste montrer que cette exigence formelle, elle se retrouve justement dans quelques formes poétiques fixes.
J'ai encore une fois essayé de rédiger pour vous donc ces deux moments de votre analyse, juste encore une fois pour vous montrer comment est-ce qu'il faut faire. Alors ce qui est en rouge, c'est l'argument. Je vous lis cet argument. D'une part, grâce à la versification, les poètes se sont fixés des règles qu'ils sont amenés à suivre afin d'atteindre un idéal esthétique. Par exemple, dans Art poétique, Boileau a bien exprimé les principes matériels du sonnet classique, un poème de 14 vers répartis en 2 quatrains et 2 tercets. Quand le sujet du sonnet est grave, nous employons l'alexandrin. Quand il ne l'est pas, nous employons les autres maîtres. Nombreux sont les sonnets qui relatent des sujets graves, comme le Dormeur du Val de Rimbaud, qui évoque le sujet de la guerre. On passe ensuite au deuxième argument. Alors, nous avons aussi repéré le deuxième argument depuis tout à l'heure et on a parlé du rythme, des sonorités, des sons. C'est notre deuxième argument. Donc, la poésie ne peut pas se concevoir sans rythme, sans sonorité et c'est ce qu'on a mis en poésie. Donc, le son, c'est-à-dire rythme et sonorité, est nécessaire à la création du sens. Alors, on peut donner comme argument allitération et assonance et on peut prendre un exemple, d'ailleurs qui figure dans votre manuel à la page 264. C'est un poème, en fait, quelques extraits, quelques vers de Du Bellay. Je vous lis ces vers. À la douleur qui m'affole, qui donnera les accents? À la plainte qui me guide, qui lâchera la bride? À la fureur que je sens. Vous remarquez ici une allitération donc en R. Ce grincement donc en R accentue la douleur ressentie par le poète. La rencontre des sons et du sens stimule l'émotion du lecteur. Après avoir terminé justement cette première partie de notre analyse, c'est-à-dire la thèse avec les arguments et les deux exemples, on va passer maintenant à l'antithèse. Mais on ne peut pas passer à l'antithèse. On a dit que l'antithèse était l'idée adverse. On ne peut pas passer à l'antithèse sans préparer donc ce passage de la thèse vers l'antithèse. Il faut une phrase transitoire, sinon il va y avoir une cassure. Alors on va mettre une phrase donc qui va me permettre ce passage, une phrase de transition. Comment on doit écrire donc et on doit formuler cette transition. On va commencer juste mettre une petite phrase récapitulative, c'est-à-dire une synthèse partielle du premier moment, et puis une deuxième phrase qui va annoncer l'axe qui suit, à savoir bien sûr l'antithèse. Voici ce que je vous propose comme transition. C'est grâce à ces règles-là et à tant d'autres qu'on pense que la poésie a atteint l'idéal tant recherché, surtout par les classiques. Et là, on va passer donc à la phrase qui annonce l'axe suivant. En revanche, s'il est vrai que la versification a donné à la poésie ses lettres de noblesse, elle l'a empêché de se produire librement et a freiné son élan poétique. Maintenant, l'antithèse, on commencera d'abord par l'idée de l'antithèse que nous avons déjà relevée. On avait dit que la poésie n'est pas figée, elle est évolutive, n'est-ce pas? Et là aussi, j'ai rédigé juste pour vous donc une petite antithèse, donc juste pour vous donner une manière de faire. Alors, voici ce que je vous propose. La poésie se libère alors des contraintes formelles qui ralentissent son élan. La règle figée est alors congédiée au profit d'une poésie qui prend plusieurs facettes. On passe ensuite aux arguments et aux exemples qui vont me permettre de justifier ma thèse. Alors, en premier argument, nous allons commencer par parler un peu de la poésie moderne. La poésie moderne qui est évolutive, qui a plusieurs facettes, qui a plusieurs formes. On peut parler, par exemple, du poème en prose. Si vous avez travaillé au cours de l'année un hémisphère dans une chevelure de Baudelaire, vous pouvez donner l'exemple du poème en prose. Si vous avez travaillé Afrique de Diop, vous pouvez donner l'exemple des poèmes en vers ou du poème en vers libre. On peut également donner l'exemple du calligramme et on peut aussi donner quelques autres exemples comme le haïku ou la chanson. Pour vous,
coup, j'ai choisi comme exemple un hémisphère dans une chevelure et l'exemple du poème en prose. Et encore une fois, je vous donne un exemple de l'argument et de l'exemple analysé, mais dans la partie là de l'antithèse. Et voici ce que je vous propose. C'est le 19e siècle qui s'est montré soucieux de libérer le vers de ces règles jugées trop contraignantes. De nombreuses formes poétiques sont alors apparues. Je passe maintenant à l'exemple. En effet, le mérite revient à l'auteur des Fleurs du Mal grâce à ses petits poèmes en prose. La poésie devient prosaïque sans strophe ni rime. Néanmoins, un travail accru sur le langage se fait valoir et plus particulièrement sur le rythme. Dans un hémisphère, dans une chevelure de Baudelaire, on retrouve tout au long du poème nombreuses sonorités comme l'allitération en S. Je cite donc Baudelaire, « Si tu pouvais savoir tout ce que je vois, tout ce que je sens, tout ce que j'entends dans tes cheveux ». Donc c'est une allitération, vous l'avez, je crois, senti. En S, cette allitération, alors elle renvoie à un éveil, à un jaillissement sensoriel provoqué par la chevelure de la bien-aimée. On va passer maintenant au deuxième argument. Et le deuxième argument, nous l'avons aussi repéré tout à l'heure. Et là, on va parler, bien sûr, on va donner l'exemple et on va parler de la poésie qui n'est plus, aujourd'hui, elle n'est plus tributaire d'aucune règle fixe. Elle est partout, elle est dans tout ce qui est. Tout se prête à la poésie, mais à condition d'être donc sublimé, magnifié par le poète de manière à susciter l'émotion du lecteur. Donc le but, c'est de susciter donc chez le lecteur une émotion poétique. Et comme exemple, on va citer donc Gaston Bachelard. Il dit que le poète est celui qui a le pouvoir de déclencher le réveil de l'émotion poétique dans l'âme du lecteur. Alors cette idée, elle va me permettre un peu d'aller vers la troisième partie de mon travail, mais là aussi je suis obligée de préparer le passage vers la synthèse. Alors encore une fois une transition, encore une fois donc une phrase récapitulative, une petite synthèse partielle et une phrase qui annonce l'axe qui suit. Alors voici ce que je vous propose. Si le renouvellement perpétuel de la poésie n'arrête pas de surprendre le lecteur, l'émotion qui s'en dégage n'est plus tributaire du seul genre poétique. Et là, on passe, vous l'avez remarqué, on passe de la poésie en tant que genre vers l'impact, vers l'effet ressenti. On va passer donc à la synthèse. La synthèse, l'idée de la synthèse est la suivante. Le beau poétique s'ouvre sur d'autres formes artistiques. Et là, on va évidemment parler de la musique et aussi de la peinture. Alors, on ne va pas parler de la musique sans la rattacher à la poésie. Voilà, donc on va essayer justement de rapprocher les deux formes artistiques. La poésie, comme la musique était destinée à être déclamée, c'est-à-dire récitée. On peut évoquer l'exemple du troubadour du Moyen-Âge qui était un musicien, un compositeur, alors qui interprétait ses propres poèmes. On peut donc prendre cet exemple-là, alors parce qu'il justement il montre la proximité des deux formes artistiques, et on peut même à l'époque moderne parler de quelques poèmes, évoquer, citer quelques poèmes qui ont été chantés, qui ont été repris par des chanteurs et qui ont été chantés. Alors pour cette première partie de la thèse, de la synthèse, excusez-moi, alors on va dire que à l'instar de la poésie, le beau poétique touche l'ensemble des arts et devient un lieu commun qui les unit et les rassemble. Si la musique est poétique, c'est parce qu'elle est en partie strictement rattachée à la poésie. On n'oublie pas déjà qu'au départ, la poésie était destinée à déclamer, ce qui montre la proximité des deux genres artistiques. C'est ce que j'étais en train donc d'expliquer.
Comme la musique, la poésie est offerte à l'oreille. On sait que le troubadour médiéval était un compositeur, poète et musicien qui interprétait ses œuvres artistiques. Aujourd'hui aussi, plusieurs poèmes sont chantés. Yves Montand a chanté Jacques Prévert. Georges Brassens a mis en musique des poèmes de Villon, strictement liés à la poésie par les sonorités, le rythme et la mélodie. La musique déclenche une émotion qui est aussi intense et poétique. Donc la deuxième partie de notre synthèse, elle va concerner évidemment la peinture. Baudelaire, il a écrit tableau parisien. Et vous remarquez comment est-ce qu'un genre peut emprunter ses attributs à un autre genre. On peut donc citer tableau parisien de Baudelaire. On peut aussi parler, je crois que vous avez vu ça certainement au cours de l'année, par exemple, le poème pictural de Apollinaire. Donc on va mettre tout ça en mots. Alors voilà, voici ce que je vous propose. Se voulant libre et universel, la poésie moderne décloisonne les genres artistiques et crée une sorte de fusion entre les arts. Par conséquent, certains poèmes font appel à la peinture. Par exemple, dans la section tableau parisien de Baudelaire, le poète dépeint le portrait des démunis de façon visuelle, ce qui apparente chaque poème à un tableau. La poésie va jusqu'à faire de ces mots un poème pictural. Dans son calligramme, Apollinaire associe la peinture à la poésie pour donner plus. Voilà, donc le but est de donner donc plus d'effets. L'appel à la peinture et à d'autres formes artistiques se fait alors dans l'intention de surprendre le récepteur et de faire ainsi de l'émotion poétique le seul point de rencontre entre tous les arts. Même l'image, qui est censée représenter le réel, a gagné en liberté. Alors par quoi? Par des cadrages surprenants. Ces derniers confèrent à l'objet représenté une dimension qui n'est plus celle du réel. C'est dans cet espace mal délimité entre donc le réel et l'imaginaire, aux frontières improbables, que réside la poésie. Voilà, donc nous avons terminé les trois parties de notre sujet. On va passer à l'étape suivante qui est celle de conclure notre travail. Alors, quand est-ce qu'on conclut? On conclut vers la fin du plan détaillé, mais avant la rédaction. C'est-à-dire que la conclusion, elle ne se fait pas après avoir, c'est-à-dire rédigé tout le travail. Non, elle se fait juste après avoir délimité et fait donc le plan détaillé. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait justement juste après le plan? Alors, pour toute l'importance de la conclusion. Déjà, parce que on sait tous ce qu'on va mettre, c'est-à-dire qu'on peut répondre à la problématique déjà à partir du plan détaillé, et puis, et surtout, je crois, parce qu'on a le temps. C'est-à-dire que quand on fait la conclusion au début, on va la faire avec beaucoup d'aisance parce que on n'est pas bousculé par le temps. Donc on va lui consacrer le temps nécessaire. Si on la laisse vers la fin, on risque de la bâcler, on risque même de ne pas faire une conclusion. Il faut conclure. La conclusion, c'est le mot de la fin. Ce mot, il doit être bien élaboré, bien fait. On doit bien finir notre travail. La conclusion, elle peut influencer ou positivement ou négativement notre correcteur. Elle doit donc se caractériser par une force justement de frappe linguistique, méthodologique et même thématique. Alors, quelles sont justement les étapes de la conclusion? On a besoin d'un moment récapitulatif, c'est-à-dire des trois grands moments de notre travail. Ensuite, on doit répondre à la problématique. Laquelle problématique nous avons déjà posée au début, dans l'introduction, nous allons voir ça tout à l'heure. Et puis, un troisième moment de la conclusion est réservé à l'ouverture.
Je lis la conclusion que je vous propose. En définitive, ayant pour origine une poésie codifiée, le beau poétique prend au fil du temps une dimension plus large qui vise à émouvoir non par la forme mais par la diversité. Ainsi, la poésie interpelle la musique, la peinture, la chanson afin de multiplier jusqu'à l'infini sa palette et ses ressources. Ce moment-là, vous l'avez compris, c'est en fait la partie récapitulative. Ensuite, on va passer à la réponse à la problématique qui est la suivante. Par conséquent, l'émotion poétique n'est plus tributaire de la poésie en tant que genre. Du moment que cette dernière fait appel à d'autres formes artistiques, elle s'en libère et devient l'apanage de tout art capable de recréer le monde et de susciter plus de profondeur, plus d'originalité et par conséquent plus de saisissement et d'émotion. Et maintenant, on va passer à l'ouverture. En revanche, on pourrait se demander jusqu'où peut aller le renouvellement dans l'art. Alors après la conclusion, vient le tour de l'introduction. Alors l'introduction qu'on laisse à la fin, c'est-à-dire après le plan détaillé, après donc même la rédaction de la conclusion. Alors pourquoi est-ce qu'on la laisse à la fin? Parce que on ne peut pas introduire un travail qu'on ne connaît pas. On ne peut introduire donc un sujet, un travail que après avoir cerné ces différentes parties. Là, nous avons tout, donc on peut rédiger l'introduction. Et puis, il faut veiller à ce que aussi cette introduction soit bien faite. C'est le premier abord avec le correcteur. Il faut savoir l'impressionner et encore une fois le séduire parce que l'argumentation c'est un travail de séduction finalement. D'accord? Donc comment est-ce qu'il faut quelles sont justement les étapes de l'introduction? Alors l'introduction commence par une amorce générale en rapport avec le thème. Ensuite, on va essayer d'aller un peu vers le sujet. Et puis, à la fin, on va essayer donc de poser la problématique, quelle problématique on a déjà rédigée. Voilà donc l'introduction que j'ai rédigée pour vous. La poésie vient du latin poen, qui signifie créer. Elle est définie par le petit Robert comme, je cite, l'art du langage, fin de citation. Et là, je vais passer à la deuxième partie de mon introduction. Alors, si le poète est celui qui crée un poème en exploitant toutes les ressources de la langue, il est aussi celui qui a été longtemps contraint à respecter une forme poétique fixe et particulière. C'est dans cette poésie codifiée que le beau poétique a été longtemps reconnu et a donné à la poésie ses lettres de noblesse. Cela nous amène à nous poser la question suivante. La poésie est-elle tributaire de sa forme versifiée? Ne peut-on pas la retrouver ou alors ne peut-on pas retrouver l'aspect poétique dans d'autres formes artistiques? Donc nous avons fini toutes les parties de notre argumentation. Je rappelle la nécessité d'employer alors les articulateurs logiques. On ne peut pas travailler un sujet argumentatif sans articulateurs logiques parce que ce sont ces articulateurs-là qui vont assurer notre démarche argumentative. Ce sont ces articulateurs-là qui vont ordonner notre travail, qui vont donc donner justement une certaine cohérence dans notre démarche argumentative. Alors, on peut utiliser des arguments qui sont en rapport justement avec l'ordre, comme par exemple, premièrement, deuxièmement, d'abord, puis ensuite. On peut aussi donc faire appel à des articulateurs qui nous permettent de ajouter par exemple une nouvelle idée comme par exemple des adverbes ou des locutions du genre ensuite, de plus, non seulement mais encore, de surcroît. Et puis on n'oublie pas que nous sommes dans une logique argumentative, donc on a besoin des subordonnés
circonstanciel, tout ce que vous avez vu, donc par exemple les subordonnés ou d'opposition ou de cause ou de conséquences ou de but ou de conditions. Et puis aussi pour insérer des exemples, on a besoin d'articulateurs comme par exemple ainsi, en effet, notamment, et à la fin aussi pour résumer ou introduire une conclusion, on a aussi besoin des mots comme bref, en conclusion, en résumé, en définitive. Donc les articulateurs logiques sont absolument nécessaires dans le travail de l'argumentation. Maintenant, qu'est-ce que votre correcteur attend de vous? Alors, bien sûr, vous avez des compétences comme celle, par exemple, de maîtriser la langue et expression. Il faut donc une bonne maîtrise, justement, de la langue qui se manifeste à travers quoi? Qui se manifeste à travers la construction correcte des phrases. Il faut aussi avoir une bonne orthographe. Il faut aussi utiliser un vocabulaire, le vocabulaire donc précis et approprié. Alors la deuxième compétence, elle concerne votre capacité à mobiliser donc votre culture littéraire qui là se manifeste à travers justement tout ce que vous avez, l'appel ou alors l'intégration de tout ce que vous avez appris tout au long de l'année, les textes, les auteurs, les thèmes, etc. Et à la fin, on demande de vous une construction d'une réflexion argumentative, c'est-à-dire que l'élève doit proposer un développement argumentatif bien construit autour d'un plan solide. Pour ne pas finir, j'insiste sur la bonne présentation matérielle de la production écrite. C'est-à-dire qu'il faut que les trois grands moments déjà de votre analyse soient visibles, à savoir l'introduction, le développement et la conclusion. Il faut aussi que les trois parties dans votre développement, les trois parties soient aussi visibles, c'est-à-dire la thèse, l'antithèse et la synthèse. Cette bonne présentation traduit une lucidité, une progression, une bonne démarche et puis la bonne présentation, elle agit sur votre correcteur. Alors avant de finir, je remercie vivement notre inspecteur, M. Semislimi, pour son encadrement. Je vous souhaite bonne chance pour votre examen et merci de votre attention.